Le chevreuil Capreolus capreolus, sans doute le cervidé le plus répandu en Europe et qui, selon Jean-Kévin, appartient à la famille des bichidés. Oui, vous avez des biches de plaine, des grosses biches, des petites biches, on appelle ça des bichons, des biches de montagne et même des biches forestières. C'est un gros tas de biches pour le plus grand plaisir des spécialistes en faune sauvage. Bon alors nous, au-delà d'une nécessaire vulgarisation pour Jean-Kévin, on va aller un peu plus loin. Attachez vos ceintures, on remonte 56 millions d'années en arrière. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. On est au tout début de l'Éocène. Le monde vient de survivre à l'extinction du Crétacé, celle qui a liquidé les dinosaures non aviaires, c'est-à-dire les dinosaures qui ne sont pas devenus des oiseaux. Oui, cette poule est un dinosaure, ils ont morflé quand même. Les mammifères, jusque-là cantonnés à des rôles modestes, comme des petites musaraignes insignifiantes, voient soudain s'ouvrir devant eux un boulevard évolutif. Des places se libèrent partout et vous le savez, la nature a horreur du vide. Et parmi les gagnants de cette redistribution, il y a des mammifères onguliformes, archaïques, que les paléontologues ont longtemps regroupés sous le nom de condylarthres. Non mais reste là, Jean-Kévin, je démarre à peine. Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui on sait que c'était pas vraiment un groupe propre et net. C'était plutôt un gros fourre-tout de formes primitives, proche des lignées qui allaient donner les ongulés modernes. C'était la case genre de biche. À partir de là émergent deux grandes lignées. D'un côté, les périssodactyles, les ongulés à forme impaire de doigts, comme les chevaux, les tapirs ou les rhinocéros. De l'autre, les artiodactyles, les ongulés à nombre pair de doigts. Et là, on trouve les cochons, les chameaux, les hippopotames, les bovins, les cervidés et les baleines. Oui, les baleines, on reviendra là-dessus parce que là, je sens que je suis en train de perdre Jean-Kévin. Reste assis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que marcher sur l'extrémité des doigts, autrement dit sur ses ongles transformés en sabots, c'est une invention redoutable. Moins de contact avec le sol, membrane léger, muscles reportés plus haut, tout ça sert une chose très simple, courir vite sa mère. Et quand on est un herbivore, courir vite sa mère, c'est pas un loisir, c'est un projet de survie. Les premiers artiodactyles connus comme Diacodexis apparaissent précisément à ce moment-là, à l'aube de l'Éocène. De petites bêtes vives, légères et bondissantes, pas encore des chevreuils, mais on sent que ça se précise. Bon, on avance. Vous avez compris, je résume. Je ne peux pas faire une vidéo exhaustive parce que déjà on n'a pas le temps et qu'en plus vous allez vous barrer. Non mais je vous connais. On arrive à l'Oligocène il y a 34 millions d'années. Henri-Jean Servat était même pas né, essaye un peu d'imaginer. Les artiodactyles se diversifient à grande vitesse. Un groupe particulier se détache, les ruminants. Leur trouvaille aux ruminants, c'est une digestion en plusieurs temps. Un système qui permet de pré-traiter les végétaux, de les régurgiter, puis de les remastiquer. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est aussi extrêmement efficace. Pourquoi? Mais tu es bien curieux. Parce que la rumination permet d'extraire beaucoup plus d'énergie de végétaux pauvres en laissant les micro-organismes de la panse décomposer la cellulose avant une seconde mastication. Ce qui transforme une nourriture difficilement digestible en ressource exploitable. Oui, chez les ruminants, l'estomac comporte 4 compartiments, c'est une véritable usine de traitement. Il faut bien ça pour construire un taureau de 500 kg avec de l'herbe. Parmi ces ruminants, les cervidés apparaissent au Miocène, il y a environ 15 à 20 millions d'années. Les premiers représentants connus n'ont pas encore tout à fait la tête de l'emploi. Procervulus, par exemple, ressemble à un petit cervidé archaïque muni d'appendices crâniens encore primitifs. Pas encore les bois spectaculaires qu'on associe aux cerfs ou même aux brocards adultes, mais on voit déjà où l'évolution veut en venir. Et cette innovation, elle est proprement incroyable, les bois. Des structures osseuses qui poussent, tombent, puis repoussent chaque année. Prenez 2 secondes pour réaliser le délire. C'est de l'os qui pousse à toute vitesse, puis qui tombe, puis qui repousse, et ça tous les ans. Chez certaines espèces de cervidés, les bois peuvent croître de plusieurs centimètres par jour au pic de croissance. Pendant cette phase, ils sont recouverts d'un tissu vascularisé qu'on appelle le velours. C'est lui qui nourrit l'os en formation. Puis ce velours sèche, et l'animal s'en débarrasse en frottant ses bois contre les branches et les troncs. C'est ce qu'on appelle le frayage. Mais pourquoi donc fabriquer chaque année une arme en os pour la perdre quelques mois plus tard? Voici qui est bien étrange. Contrairement aux cornes des mouflons ou des chamois par exemple, les bois tombent et repoussent chaque année, on vient de le dire. Ils indiquent donc en permanence l'état réel du mâle, sa santé ou la qualité de son territoire par exemple.
Impossible de tricher, si un brocard est affaibli, ces bois le disent immédiatement. Les bois sont donc bien plus que des armes pour virer les salauds qui veulent grimper sur les chevrettes, ce sont d'abord de véritables cartes de visite biologiques. Le genre Capreolus apparaît tardivement dans l'histoire des cervidés, probablement entre la fin du Miocène et le Pliocène, c'est-à-dire grosso modo il y a entre 7 et 2 millions d'années. Oui, c'est plutôt large comme fourchette, mais ça dépend beaucoup de comment tu comptes. C'est comme les sondages où le nombre de manifestants, c'est variable. Ça dépend de ce que tu veux démontrer. Mais là, les scientifiques se tirent la bourre pour savoir qui est vraiment le premier Capreolus. Bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est un sujet d'expert. En plus, je risque de me faire engueuler. Ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est qu'il existe deux espèces qui subsistent aujourd'hui. Capreolus capreolus, le chevreuil européen, et Capreolus pigargus, le chevreuil de Sibérie, plus grand, plus massif et distribué beaucoup plus à l'est jusqu'en Asie orientale. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nôtre, Capreolus capreolus. Son poids varie de 20 à 30 kg en moyenne, avec des variations selon le sexe, l'âge, la qualité du milieu et la région. Certains individus robustes peuvent même approcher les 35 kg. Hauteur au garrot, 65 à 75 cm en moyenne, longueur de 95 cm à 1,35 m. Commencez pas à m'envoyer des fions comme quoi vous en avez déjà vu des plus gros, j'ai décrit un animal dans sa moyenne. Si je vous dis qu'un homme fait en moyenne, je sais pas moi, 1,77 m et que vous me montrez la photo de Victor Wembanyama, c'est sûr ça va pas marcher. Et non, désolé de vous décevoir, mais le chevreuil n'est pas une petite biche. C'est le plus petit cervidé sauvage d'Europe et surtout c'est une espèce à part entière, avec sa propre stratégie écologique, sa propre physiologie et sa propre manière d'habiter le monde. Oui, j'aime bien faire un petit peu de poésie, bon mais des mots jolis. Donc non, Jean-Kévin, tout ce qui ressemble à une biche n'est pas une biche. Son pelage change au fil des saisons. En été, plutôt roux fauve, presque orangé. En hiver, gris-brun, plus terne et plus discret. Et puis il y a le fameux miroir fessier, blanc ou crème, qui devient très visible quand l'animal fuit. Les plombiers ont le même. Un signal visuel simple qui dit en substance « Cours !» Le mâle, on l'appelle brocard. Il porte des bois relativement courts avec en général 3 andouillets par perche chez un adulte typique. La femelle, c'est la chevrette, le jeune de plus de 6 mois, le chevrillard, et moins de 6 mois, le faon. Bon après, si ça vous gonfle, vous pouvez dire biche. Ça marche pour tout. 99% des gens vont opiner de la tête d'un air pénétré. C'est une biche, ouais, carrément. Passons à la biologie hallucinante du chevreuil. Oui, cet animal est quand même globalement extravagant. Premier point chelou, la diapause embryonnaire. Le chevreuil européen est le seul ongulé européen chez qui cette stratégie est clairement documentée. Voilà ce qui se passe. La femelle est fécondée en juillet-août pendant le rut. L'embryon commence son développement, atteint le stade de blastocyste, puis sa croissance devient extrêmement lente, presque imperceptible. L'implantation n'intervient qu'en décembre ou janvier. La naissance, elle, a lieu en mai-juin. C'est d'une élégance folle et aussi d'une efficacité remarquable. On fait naître les petits quand l'herbe est prête, mais on dépense aussi de l'énergie pour le rut quand les ressources sont abondantes. C'est du double gagnant. Justement, le rut. Chez le chevreuil, il a lieu en juillet-août. C'est une particularité parmi les cervidés européens dont beaucoup rutent beaucoup plus tard dans l'année. Le brocard défend alors un territoire qu'il marque à l'aide de plusieurs glandes, en frottant la végétation, en grattant le sol, en multipliant les indices chimiques et visuels. Et aussi en ayant un comportement d'adolescent tout juste pubère dans une cour de collège. Oui, je sais pas si vous avez déjà vu un chevreuil en rut, mais c'est spécial. Et oui, le chevreuil aboie. Un son bref, sec, rauque et qui surprend presque toujours la première fois. Les chasseurs le connaissent bien, ça signifie souvent que la chasse est terminée, c'est une manière pour lui de dire c'est pas la peine d'insister mon vieux, on t'a gaulé. Pendant la poursuite de la femelle, brocard et chevrette peuvent tourner autour des arbres, comme des goyots, parfois jusqu'à dessiner un cercle au sol. On apprend plein de choses quand même. Et question consentement, c'est pas ouf non plus, le brocard on pourrait dire que c'est un gros forceur. Il va harceler la femelle jusqu'à ce qu'elle en puisse plus, pas hyper déconstruit. Le chevreuil est une espèce plutôt solitaire et territoriale, surtout comparé au cerf élaphe. Le cerf élaphe, on en fera peut-être une vidéo si ça vous intéresse, c'est complètement un autre cervidé. C'est en plus gros, et là on va parler de biche. Bref, le chevreuil il marche pas pareil. Chaque brocard défend un territoire dont la taille varie fortement selon les saisons et les milieux, souvent dans une fourchette autour de 10 à 60 hectares. Les chevrettes ont leur propre zone de vie, qui peuvent d'ailleurs se chevaucher davantage. En hiver, de petits groupes peuvent se former, vous pouvez les voir souvent au milieu des champs en pleine journée. C'est pas une société structurée en revanche, comme chez le cerf, c'est plutôt une manière pragmatique de traverser la mauvaise saison. Mais au fait, ça mange quoi un chevreuil? Eh bah pas n'importe quoi, on est quand même très loin de la tondeuse sur pattes. Le chevreuil trie sa nourriture comme un ado mal élevé.
Bon, vegan l'ado, évidemment. Jeunes pousses, feuilles tendres, ronces, bourgeons, baies, glands, lierres, parfois champignons, parfois culture agricole. Son appareil digestif est adapté à une alimentation de qualité, riche et sélectionnée. Les biologistes parlent d'un sélecteur concentré, un ruminant conçu pour choisir les végétaux les plus nutritifs, plutôt que pour avaler de grandes quantités de fourrage grossier comme les bovins, ces gros crevards. Bref, le chevreuil n'est pas un glouton. C'est un gourmet. Même si, nuance importante, les travaux récents rappellent que ses capacités d'adaptation alimentaire sont un peu plus souples qu'on ne l'a longtemps raconté. Oui, la recherche avance et elle tâtonne. Comme la recherche. Son habitat favori, c'est la lisière. Parfois, il peut arriver qu'on le croise en plein champ, ce qui lui donne un avantage de voir loin. Et la forêt, c'est pour dormir. Voilà, le chevreuil aime les transitions, les mosaïques de milieu, les haies, les friches, les petits bois, les bordures, les cultures entremêlées, le bocage. Et c'est précisément pour ça qu'il a si bien profité des paysages façonnés par l'homme. En fragmentant l'espace, en multipliant les interfaces, l'agriculture européenne a souvent produit sans le vouloir un décor presque idéal pour lui. En France, la population de chevreuil est généralement estimée entre 1,5 million et 2 millions d'individus selon les sources et les périodes de référence. Dans les milieux les plus favorables, les densités peuvent devenir élevées. Très élevé même. Et comme toujours avec les ongulés sauvages, tout dépend du paysage, de la pression humaine, de la qualité des habitats, de la météo, des ressources alimentaires, des maladies, des prélèvements et de la présence ou non de prédateurs, humains ou canins. Ces prédateurs dits naturels restent peu nombreux en Europe occidentale. Le loup là où il est installé, le lynx boréal dans certains massifs. Le renard parfois sur les fens, l'aigle royal dans quelques contextes montagneux. Le reste du temps, ce sont surtout la chasse et les collisions routières qui constituent ces deux grands facteurs de mortalité. Les collisions, tiens, parlons-en. Le chevreuil est l'un des animaux sauvages les plus impliqués dans les accidents avec les véhicules en Europe. Les estimations historiques évoquaient déjà des centaines de milliers de collisions par an à l'échelle européenne dans les années 90. Les synthèses plus récentes suggèrent des niveaux bien supérieurs, même si j'ai pas trouvé de chiffre officiel. Ce qui est logique, au fond. Un animal abondant, discret, crépusculaire, nerveux, qui adore les mosaïques de milieu, donc les paysages traversés par les routes. Forcément, à un moment, ça se croise. Le chevreuil est un des ongulés les plus chassés en Europe et de très loin mon animal de chasse préféré. Oui, je l'adore, surtout parce que c'est un animal qui impose sa manière d'être chassé. On ne chasse pas le chevreuil comme on chasse le sanglier ou le cerf. Il est discret, territorial et très fidèle à ses habitudes. La première méthode de chasse la plus typique, c'est l'approche. Observer, repérer, lire le vent, avancer lentement. Le chevreuil vit dans un territoire restreint qu'il connaît parfaitement. Le chasseur essaie simplement d'y entrer sans être détecté, et je vous garantis que c'est difficile. Parce que le chevreuil détecte le moindre mouvement à des centaines de mètres. À l'arc, je dois l'approcher à moins de 20 mètres. Oui, j'échoue souvent. Deuxième méthode, l'affût. On attend l'animal dans ses zones de passage ou de gagnage, souvent en lisière. Cette chasse fonctionne justement parce que le chevreuil est territorial et routinier. Il revient souvent aux mêmes endroits, il suit les mêmes coulées, il exploite les mêmes bordures. Ce n'est pas une chasse de hasard, c'est une chasse de connaissance du territoire. Troisième méthode, l'abattu. Elle existe aussi, surtout dans les grands massifs forestiers ou dans les territoires gérés collectivement. Bon, je kiffe pas trop ça, moi, qu'on chasse le chevreuil en battu, mais on s'en fout, c'est des trucs de chasseurs. On en tue environ 600 000 par an en France, et l'espèce se porte très bien, merci pour elle. C'est même exactement ce que l'évolution a prévu. Comme beaucoup, le chevreuil est une espèce dont la reproduction s'est construite sous la pression de la prédation. Pendant des centaines de milliers d'années, humains, loups, lynx et autres grands carnivores éliminent une part importante des jeunes chaque année. Résultat, l'espèce a développé des stratégies conçues pour absorber les pertes. Mais aujourd'hui, dans une grande partie de l'Europe occidentale, la prédation dite naturelle est faible. Et surtout, le paysage lui est devenu favorable. La fragmentation des milieux multiplie les lisières qu'il affectionne, le réchauffement climatique réduit la mortalité hivernale, l'agriculture moderne lui fournit nourriture et couvert presque toute l'année. Dans ces conditions, la dynamique naturelle de l'espèce continue de fonctionner, mais sans ses freins historiques. Les effectifs augmentent alors rapidement, avec des conséquences connues. Pression sur la régénération forestière, concurrence alimentaire entre individus et dégradation progressive de l'état sanitaire des populations. Donc la chasse, humaine ou pas, est nécessaire pour maintenir les équilibres fragiles. Alors voilà, le chevreuil, Capreolus capreolus, c'est pas une biche. Si vous retenez ça, je serai déjà content. Tu te rappelleras, Jean-Kévin, le chevreuil, pas une biche. C'est un cervidé minuscule à l'échelle de sa famille, mais immense par la finesse de sa stratégie. Un animal issu d'une lignée ancienne, devenu maître des lisières,
capable de ralentir le développement de sa propre descendance pour la faire naître au bon moment, capable de vivre presque sous nos yeux sans jamais vraiment se livrer, d'habiter nos campagnes transformées mieux que beaucoup d'espèces prétendument plus adaptables. Il est là, partout, dans les bois, les friches, les champs, les haies, les bordures de route. Vous le croisez sans le voir, vous le voyez sans le regarder, et lui pendant ce temps, il vous a déjà repéré. Maintenant au moins vous savez un peu mieux à qui vous avez affaire. Voilà, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît, moi je me suis éclaté à écrire cette vidéo. Ça me change de passer 3 heures à disséquer la dernière connerie d'Hugo Clément. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. En attendant, abonnez-vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.